Bonjour à tous, et j'ose vous le dire, vous m'avez manqué. Oui, j'étais absent lors des 2 derniers débriefings F1, mais pas de panique, je suis bien de retour et je ne vais pas me plaindre vu qu'on a eu un Grand Prix du Brésil absolument exceptionnel. Et le plus important, eh bien, c'est qu'on va en parler aujourd'hui avec Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Ça, c'est sûr qu'un Grand Prix de 3 heures, la pluie, les drapeaux rouges, toute l'action qu'on a eue, là, la Formule 1 nous a régalé. Je crois que ça nous réconcilie, non pas qu'on soit fâché naturellement avec la Formule 1, mais bon, quand on a un Grand Prix comme celui-là, même s'il y a 2-3 choses à regretter malgré tout, un Grand Prix spectaculaire, un Grand Prix mouvementé, un Grand Prix indécis, parce que malgré tout, même si Lewis Hamilton a largement dominé les débats, jusqu'au bout on peut se demander ce qui est. Et puis il y a quand même quelques pilotes, Oui, dont on un, va si tu détailler. vois ce que je veux dire, Oui, qui ont quand même en parler très enthousiasmé, vite. même ceux qui ne l'aiment pas, mais c'est comme ça. Bon, on croit deviner que tu parles d'un Néerlandais, effectivement, qui a Absolument. été exceptionnel. Le Hollandais volant. Oui, c'est ça. Mais effectivement, j'ai presque envie d'évacuer presque la bagarre Mercedes tout de suite. Nous n'avons toujours pas notre champion du monde 2016. Lewis Hamilton, effectivement, a bien repoussé l'échéance, au moins jusqu'à Abu Dhabi. Alors c'était son objectif premier, il fallait déjà pour ça qu'il décroche la pole position, ce qu'il a fait d'une très belle manière. Il y a eu une formidable bagarre, un dixième seulement entre les deux hommes, donc c'était vraiment, vraiment génial, en se rendant coup pour coup dans les différents secteurs, donc c'était déjà une très belle bagarre. Après, il fallait qu'il remporte le Grand Prix, et ce Grand Prix, dans la mesure où il y a eu finalement 3 départs, c'était pas évident pour Lewis Hamilton, mais c'était son objectif premier. Il était impératif qu'il triomphe après, quelle que soit, entre guillemets, la position de Nico Rosberg, de manière à réduire cet écart. Finalement, le scénario un peu triste, moi je dirais un peu conservateur, un peu triste pour Nico Rosberg, même s'il est champion du monde au final, de terminer deuxième quand Lewis l'emporte, c'est en train de se réaliser. Ça fait 3 Grands Prix qu'effectivement Hamilton atteint son objectif de gagner le Grand Prix et Nico se contente, pardonnez-moi, de terminer deuxième. Même si Jean-Luc, celui qui part en pole position dans des conditions telles qu'on les a connues hier à Interlagos, a forcément un énorme avantage par rapport à celui qui n'est déjà que deuxième. C'est une prime formidable, évidemment. Ça, on le sait dans ces conditions extrêmement difficiles. Là, pour peu qu'il n'ait pas de problème technique ou qu'il ne se rate pas totalement, bien sûr, il a une boule d'eau qui le suit derrière. C'est vrai qu'après, mais la preuve est faite, on va y arriver avec un certain Verstappen qu'on peut dépasser sous la pluie. Oui, tout à fait. Allez, juste encore une petite question avant d'en arriver au cas de Verstappen. Sur l'organisation de ce Grand Prix finalement, sur cette gestion de la journée du dimanche et la gestion de ces neutralisations ou de ces drapeaux rouges, qu'en as-tu pensé ? C'est toujours difficile dans ces conditions de faire la part réellement du risque important. Et on l'a vu à l'occasion des accidents, naturellement, de Marcus Ericsson et de Kimi Raikkonen. Les pilotes ont une visibilité extrêmement réduite. Donc c'est vrai que dans ce genre de cas, on peut percuter un adversaire ou même Palmer qui vient grimper, entre guillemets, sur la monoplace de Kvyat. La visibilité est vraiment réduite. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que la Formule 1 peut rouler dans ces conditions ? La réponse est de toute façon oui, parce que la Formule 1 a déjà roulé dans ces conditions, et même pire. Alors évidemment, il y a un risque, mais on sait bien que c'est un sport dangereux, il faut le réduire au maximum. Moi, je critique pas trop honnêtement la direction de course et Charlie Whiting dans le feu de l'action. Bien sûr, il y a peut-être une neutralisation, un arrêt de course même, qui était en trop. Oui, le super deuxième flou. drapeau rouge, Voilà. où ils repartent juste pour 8 tours de Voilà. parade avant de se dire ah ben non, on remet le drapeau rouge. Maintenant, il se serait Alors produit... qu'après, c'était pas pire. Tu as raison. C'était pas mieux. Il se serait produit un accident grave. À ce moment-là, on aurait dit ah bah oui, il fallait. Bon, donc non, moi je trouve que le juste milieu a été trouvé, honnêtement. Bon, ok. Allez, on en arrive aux accessites de ce Grand Prix. Et effectivement, là, je crois qu'on a tous été absolument bluffés par ce que nous a fait Max Verstappen. Est-ce que c'est ton cas aussi ? Bien sûr. Bon, je ne veux pas verser dans la Verstappen mania, surtout l'adoration aveugle. Je crois que ça n'a jamais été le cas. Il faut le critiquer quand il a besoin de l'être, il faut le calmer quand il a besoin de l'être, mais là, il a mené un Grand Prix formidable. Encore une fois, surtout après l'erreur, me semble-t-il, de son équipe, où on avait joué la stratégie décalée avec des pneumatiques intermédiaires. C'était vraisemblablement prématuré, ce qu'on a mis également à Ricciardo. Et il faut quand même rappeler qu'à une période de la course, à une période du Grand Prix, ça semblait, vu les temps, ça semblait un petit peu mieux. En tout cas, on a misé sur l'avenir. On a le droit de se louper. Maintenant, est-ce qu'on devait arrêter Verstappen pour lui faire remonter des pneumatiques full wet à un moment et le faire ainsi redescendre dans la hiérarchie jusqu'au 16e rang alors qu'il était 3e ? Non. Là aussi, on a toujours raison après. Je ne critique pas Red Bull plus que ça, mais
On aurait laissé Verstappen, même avec ses pneus intermédiaires, en 3e position. Quelle fin de Grand Prix aurions-nous eu? Probablement. Alors que là, il s'est lancé dans une remontée. Oui, même si paradoxalement, il nous a offert une Oui. fin de Grand Prix fabuleuse, parce que c'est lui qui nous a fait dépassement sur dépassement de manière incroyable. Absolument, mais moi je pense qu'il aurait été Ben oui. chercher au minimum Nico Rosberg et peut-être même Lewis Hamilton. oui. Donc voilà, Tu as raison. il se serait battu Oui, oui. certainement pour la victoire. Bon, alors 2 images là me viennent en mémoire instantanément. Cette trajectoire extérieure à la sortie des S de Senna. Bon, alors quoi, c'est du génie ou il n'y a que lui qui comprend qu'il faut faire ça et pas les autres? Comment analyser ça? Il y a longtemps qu'on le pratique en Formule 1. Si tu regardes, on a vu les meilleurs. Moi, je me rappelle de Michael Schumacher, notamment là, allant toujours chercher des trajectoires totalement décalées. Donc, effectivement, c'est une technique. Il a dû visionner des dizaines ou des centaines de Grands Prix dans son enfance. Il a dû observer. Encore une fois, il a un conseiller. On est obligé de le dire. Je pense que son papa, Jos Verstappen, même si lui n'a jamais été champion du monde, on le sait bien, mais il a le métier, ça n'empêche pas d'avoir eu l'expérience. Et puis, je pense qu'en lui-même, il faut arrêter de faire référence peut-être toujours à son papa, en lui-même, Max est capable, je pense, d'avoir compris que dans ce genre de circonstances, c'est plus intéressant d'aller chercher effectivement une trajectoire qui n'est pas chargée de gomme, qui n'est pas, honnêtement, Ayrton Senna, de mémoire, le faisait aussi à une certaine époque. Donc, les meilleurs le font. Oui, Donc, c'est ça. Là, il y a un petit quelque chose en plus et ça se symbolise finalement par ça. Alors pourquoi, par exemple, Hamilton ne l'a pas fait? Il n'en avait pas besoin, apparemment. Bon, Nico Rosberg, apparemment non plus, on va les dédouaner un tout petit peu, mais le reste, on aurait pu au moins observer ce que faisait Max et d'autres auraient pu avoir cette idée-là. Oui. J'ai parfois eu le sentiment que Ricciardo aussi le faisait, Oui. mais Ricciardo se fait déposer par Verstappen en fin de course. Littéralement, et là aussi, c'est la révolution et c'est l'attaque des jeunes. Là, il faut se rendre à l'évidence. Ceux qui nous ont enthousiasmés dans ce Grand Prix, c'est plutôt des jeunes pilotes qui ont débordé du cadre habituel et surtout des monoplaces dont ils disposent. Et on le dit à chaque fois, dès qu'il y a des conditions comme celle-là, avec une adhérence précaire et où il faut un maximum de courage, parce que là, il faut quand même le dire et le redire, il faut énormément de courage, eh bien, ceux qui n'ont rien à perdre, justement, risquent tout. Et c'est ça l'intérêt. Voilà. Il y a sa figure aussi. Oh il y a ce demi-tête-à-queue rattrapé. Là, c'est du rallye. Là, on change, on vient à débriefing WRC, voir une monoplace comme ça, avec le museau à 90 degrés face au rail, et il la récupère. Bon, il y en a eu d'autres. On a vu Nico Rosberg, mais un peu moins à l'équerre, à 60 degrés. Bon, on va pas faire de concours de glisse ou de figure imposée, mais c'était étonnant. Puis alors, je veux dire, là, pas un soupçon d'hésitation. C'est ça. Non, là, c'est... Ouais. Bon, je te propose dans un premier temps de dérouler la liste de ceux qui se sont mis en évidence et qu'on veut célébrer en quelque sorte. Donc Verstappen en numéro 1, c'est sûr. Ouais. Bon, Pérez qui aurait pu signer le podium à quelques secondes près, écoute, pas mal, bravo aussi, il est passé entre les gouttes un peu lui aussi. Pérez, c'est également, et on sait qu'il a du talent, ce jeune Mexicain, et c'est pas pour rien qu'effectivement il va rester chez Force India, qui ne voulait pas le laisser partir. Donc oui, il confirme ce talent, et quand il y a des opportunités, il les saisit. Ouais. Là aussi, on sait qu'il a cette capacité à gérer les pneumatiques dans des conditions délicates, c'était le cas. Donc, ouais. Tout à fait. Moi, je remonte le classement et je mets un accessite à Carlos Sainz, qui termine 6, mais qui aurait pu être 4. Et à un moment donné, il était 4. Formidable. C'est génial. Il a fait une course formidable, Carlos. Puis il partait d'assez loin sur la grille. Il n'était pas terrible. Et il était. Attends, on va le trouver. Voilà, il était 15e. Il était 15e. Donc quand on part 15e et qu'on occupe le 4e rang pendant longtemps. On a bien compris, le pauvre, qu'à la fin, il avait du mal, évidemment, à maintenir sa position face à un Vettel qui, quand même, a ce talent de quadruple champion du monde et une Ferrari. Mais bon, c'est beau. C'est une très belle course. Très bien. Très belle course. Mention très bien aussi à Felipe Nasser. Bien sûr. 9 à l'arrivée, il doit être un peu déçu, mais il a été longtemps 6 et il tenait. Il arrivait à résister à ceux qui étaient derrière lui. Il tenait très bien. Et donc, rappelle-toi, lors de l'arrivée de Felipe Nasser, notamment en Australie, au début, il a été brillant, il a été remarquable. Et là, on a l'impression que dans des circonstances particulières, et puis sur son terrain, bien sûr, on le retrouve parfois. Donc c'est la marque, là aussi, d'un pilote qui a du talent. Évidemment, avec la monoplace dont il dispose, il a un petit peu de mal à le mettre en évidence en temps normal. Mais dès que tu as des circonstances exceptionnelles, on voit des pilotes exceptionnels apparaître. Voilà. Alors, est-ce à dire qu'Esteban Ocon, c'était le dernier que je voulais te citer, est un pilote exceptionnel? Parce que là, on y a cru, qu'il serait dans les points. Oui. Pareil, Esteban, là, moi aussi j'ai cru à l'exploit, vraiment, pendant longtemps. Il était 8, 7 même. On s'est dit, bon, ça va être difficile de rester là, mais terminer au moins avec un point qu'il a longtemps tenu. Et puis, bon, malheureusement, dans les tout derniers tours, il n'a pas pu, mais ce n'est pas un reproche qu'on lui fait. Non, oui, c'est la marque des grands, et je crois que le choix de Force India, les deux pilotes, là, entre Pérez et lui, je pense que ça peut faire du solide, et je pense que ça peut nous laisser augurer de très beaux résultats. Bon, on va parler un petit peu des pilotes qui, eux, hélas,
ça a été un peu moins heureux pour eux. Alors évidemment, c'est un peu cruel, ce sont les pilotes qui globalement se sont crashés, mais quand même, il faut en parler. On va commencer par Romain Grosjean, en ordre chronologique. Ouais. Alors là, quelle cruelle déception de le voir Voilà. même pas prendre le départ du Grand Prix. Comme tu dis, c'est cruel, il doit s'en vouloir énormément. Bon, la piste était terriblement piégeuse, on l'a vu après, puisque même les meilleurs se sont fait avoir. Hein. On a parlé de Vettel, on a parlé de Raikkonen, etc. Oui, ah oui. Donc, il y avait matière naturellement à se faire avoir. Est-ce que malgré tout, bon, sa monoplace n'était pas réglée pour ces conditions-là? En tout cas, le fait est que malheureusement, avec une très très belle qualification, la 7e, ben, il ne peut pas exploiter, il ne peut même pas profiter de cette belle position. Oui, il a dû s'en vouloir très très profondément, Ouais. parce que dans un Grand Prix comme celui-là, en partant 7e, il y avait sûrement une très très belle opportunité à saisir. Faut-il critiquer, je dis ça entre guillemets, Raikkonen et Button, qui l'un va à la faute et l'autre qui on a l'impression, c'est un peu noyé. Critiquer, là c'est pareil, non, ce serait faire offense au talent de Raikkonen. Je crois que tout le monde peut commettre une erreur. Un moment, je me suis demandé s'il n'avait pas lui aussi, comme Marcus Ericsson, mordu une ligne blanche, et là c'est radical. Hein. Ouais. On a vu que Ericsson est parti parce qu'il était trop à l'intérieur au ras du rail, les deux roues internes sur la bande blanche, et là il est parti instantanément, allant percuter à droite et revenant à gauche. C'était pas le cas de Raikko. Non, je crois qu'il a été victime d'une coulée. Alors est-ce qu'il a eu là aussi, peut-être à ce moment-là, un léger changement de trajectoire? On rappelle qu'on est à plus de 250 km/h. On est dans cette pente, cette grande courbe. En fait, ce n'est pas une vraie ligne droite, c'est une grande courbe à gauche. Bon, on ne peut pas lui reprocher d'avoir perdu sa voiture en tentant quelque chose. Non. Ok. Alors je voudrais que tu me parles de Felipe Massa, qui a alterné, on va dire, le pire et le meilleur. Le pire, c'est une sortie, lui aussi, un abandon. C'est pas ce qu'il voulait, on le sait. Mais finalement, il a réussi, mais sans le calculer, à retourner la situation et on a eu une scène finalement assez formidable. Comment tu l'as vécu en la commentant sur RMC d'ailleurs? Avec beaucoup d'émotions, parce que sincèrement, Massa est un type que tout le monde aime. C'est un bon pilote, d'abord, 11 victoires en Grand Prix de mémoire. Donc c'est un type qui aurait pu peut-être avoir une meilleure carrière que celle-là, qui a été, faut-il le rappeler, à cet endroit-là, champion du monde pendant 30 secondes en 2008. Avant, on s'en souvient qu'Hamilton ne prenne l'avantage sur Glock et à ce titre ne lui enlève le titre de champion du monde, justement. Donc ça aussi, il a vécu des choses très dures. On rappelle évidemment l'accident quand il avait pris le ressort, et ça aussi, il faut toujours s'en souvenir, en Hongrie, où il a été gravement blessé. On a craint pour sa vie dans un premier temps, pour sa vue dans un deuxième, pour sa carrière dans un troisième. Donc là, oui, comme tu le dis, tout est résumé. Une erreur malheureusement en course. Bon, il tape aussi. Et puis on a cette scène absolument grandiose avec le drapeau brésilien. Il est sous la pluie, seul, en larmes et tout. Et les magnifique. équipes qui viennent, enfin au moins Mercedes et Ferrari. Oui. Bon, Ferrari, on peut comprendre, mais c'est tout Oui, à leur oui. honneur. Mais Oui. Mercedes, c'est fair play. Tout à fait. Quand il remonte la Oui, voie oui. des stands, effectivement, qu'il va à la rencontre de sa femme et de son Oui, fils, oui. bon, il tombe dans les bras bien sûr l'un de l'autre, et on voit que là, il peut pas retenir ses Et en plus, ses le sanglots. timing était pas mal parce qu'à ce moment-là, Oui. il se passait rien, c'était une Exactement. installation, donc c'était pour Non, lui. c'est une belle scène, et Oui. ça démontre que la Formule 1, ça reste un sport d'homme, Oui. dans le bon sens du terme. On va regretter Felipe Massa. Voilà, il lui reste un Grand Prix. Ce sera le 250e de sa Oui. carrière. Ce sera un contron. Mais oui, c'est un pilote qui manquera à la Formule 1. Bon, écoute, c'est vrai, en tout cas, ça sortait de l'ordinaire. Pour résumer, Jean-Luc, quand t'entends à la radio les pilotes qui disent mais faut y aller, c'est bon, c'est pas pire que... Bon, toi, qu'est-ce que tu dis? Tout ça, ce sont des déclarations politiques et chacun joue son jeu et il faut garder effectivement une vue supérieure, si j'ose dire? Ou est-ce que globalement, à chaque fois, on est trop prudent maintenant quand même en F1? Moi, je dis faut y aller. Écoute, de toute façon, en règle générale, je donne raison aux pilotes, comme toujours, et ce sont les mieux placés pour avoir un avis autorisé. Ce sont eux qui sont dans les monoplaces, ils savent les risques qu'ils prennent, ils ont conscience naturellement du manque de visibilité totale, mais ce sont des combattants, ce sont des sportifs de haut niveau, ce sont des gens déterminés, il ne faut pas les surprotéger, malgré eux, j'allais dire. Donc quand un pilote, et c'est logique, au bout de 5-6 tours, derrière un safety car, dit maintenant faut y aller, c'est parce qu'il est chaud bouillant, et qu'au contraire, garder des pur sang comme ça, garder les chevaux, les garder à l'intérieur, c'est ça qui est dangereux. Donc, parce qu'au moment où on va les libérer, évidemment, tout va se libérer. Donc, à mon avis, là aussi, prudence. Oui, même si le mot est un peu inadapté, disons précaution, je préfère. Et après, si les pilotes veulent y aller, allez-y les gars. Ouais. C'est vous qui êtes au charbon, c'est le cas de le dire. C'est vous qui estimez. Puis de fait, encore une fois, on a eu ces sorties de route, on a cité les trois, mais fort heureusement, il n'y a pas eu d'accident grave. Il y a eu des images qui nous ont un peu fait frémir. La Renault qui frôle Oui. notamment la voiture de Marcus les Ericsson. deux Red Bull qui frôlent, Ericsson Tout à fait. aussi là pour rentrer au stand Tout à de fait. manière un peu limite. c'est vrai. Écoute, c'est toute la différence entre l'accident qui se produit et celui qui ne se produit pas. Ces types-là ont des réflexes absolument ahurissants. Ce sont les meilleurs du monde. Donc, il faut leur faire confiance Ouais. aussi. Puis, je te dis, à un moment, une fois qu'on a effectivement eu ce principe de précaution, eh bien, après, ils veulent y aller. Allez-y. Bon.
Alors ils iront à Abu Dhabi, forcément. Oui. Rosberg et Hamilton pourront en découdre pour le titre. Et là, comme on sait qu'au niveau météo, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc quelque part, on va avoir un Grand Prix où ça va être eux deux, quoi. Puis tout le monde derrière observera peut-être cette bataille. Oui, on peut le penser. Ouais. Effectivement, là, de toute façon, c'est la bataille pour le titre. Ouais. Hein. Même si l'écart s'est réduit, on l'a dit, à 12 points. Mais là aussi, Rosberg peut se contenter de gérer, puisque même s'il terminait troisième, Et si Hamilton gagnait, abandonnant, et troisième, si oui. Hamilton gagnait naturellement, abandonnant ainsi 10 points, il conserverait 2 points d'avance. Alors, encore une fois, oui, je le dis déjà, ce serait un peu un titre à l'économie, je vais oser le dire, parce que s'il y avait une 4e victoire de rang de Lewis Hamilton, alors que la dernière de Rosberg, eh bien, on le sait, elle remonte À Suzuka. Suzuka, Ouais. voilà. Bon, moi, ça manquerait un tout petit peu de panache, Ouais, c'est mon point de c'est vue. ça. Maintenant, je ne vais pas lui en faire le reproche avant. Et puis après tout, il est champion du monde. On en a également connu d'autres, et il faut le dire, qui ont été champions du monde avec très très peu de victoires. Donc voilà, ne reprochons pas à Nico ce qu'on a en son temps reproché à son papa. Oui, Tu bah t'en voilà, souviens, ouais, avait tout à remporté un titre de champion du monde, un Une titre seule de champion victoire du en monde. 82. Exactement, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est Un ça. titre de champion du monde, c'est un titre de champion du monde. Et si c'est lui qui le décroche, ben, il l'aura mérité. Voilà, c'est tout. Maintenant, un petit peu de panache, Ouais, aller ouais. pour le dernier Grand Prix, ce serait peut-être pas Ah, mal. c'est sûr que s'il terminait par une victoire, bah évidemment là on dirait plus rien parce qu'il Chapeau. terminerait et il serait À, champion du à monde. la, à la- Ouais. à la Ogier, Ouais, à la- c'est bon, ça. on, Ouais. on en a comme ça des À la séries. Simon Pagenaud aussi, À qui la a été Simon champion en Pagenaud. IndyCar et qu'on avait reçu ici bien évidemment, et qui a gagné le Exactement. dernier Grand Prix en mettant tout le monde d'accord. Voilà, et là, il n'y a rien à dire. Là, Ouais. on dit, OK, lui, Ouais. c'était le plus fort, c'était Ouais, le c'est meilleur. ça. Donc là, je ne sais pas si Nico sera dans cette optique-là, et réellement en mesure de le faire. Parce qu'on sent que le Hamilton, il est déterminé Oui, oui. comme jamais. Ça. Comme jamais. Bon, bah écoutez, rendez-vous dans 15 jours. Et ça va nous offrir effectivement un beau dernier Grand Prix avec un beau suspense. Ça, c'est sûr. Et la Formule 1, là, sur ce coup-là, a réussi sa saison oui, 2016. celui-là, Bon. il était beau. Ouais, il a ouais. rattrapé beaucoup d'autres qui Ouais, étaient un petit peu tout à- soporifiques. Voilà. Jean-Luc, merci. Merci. Et puis, bah, écoute, on a hâte d'ores et déjà de te retrouver après Abu Dhabi pour qu'on fasse le débriefing et surtout le bilan même déjà de la saison 2016. Allez, salut à tous. Merci.